BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 20h pile en ce jeudi soir, bienvenue sur le plateau de BFM Business et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne, très heureux de vous retrouver. Bien sûr, comme chaque soir, on est en direct à la radio, à la télé et puis ensuite les replays, les podcasts. À noter la grosse nouveauté de cette fin de saison et dorénavant ce sera comme ça tous les soirs. Tech Co est disponible aussi sur YouTube en intégralité. Vous pouvez retrouver le replay de Tech Co quelques heures après sa diffusion sur la plateforme YouTube, bien pratique pour nous regarder encore plus facilement. Au sommaire ce soir dans Tech Co, la quotidienne, eh bien on va revenir sur les droits de douane qui empoisonnent les boîtes tech américaines et notamment Apple. On va vous raconter la dernière petite anecdote qui part du Vietnam dans quelques instants. On parlera aussi de l'IA Act, vous le savez, qui est censé réguler en fait toute l'intelligence artificielle au niveau de l'Europe. Eh bien les grands patrons européens n'en veulent pas. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis tout à l'heure, je recevrai Dominique Delport. Dominique Delport, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui connaît très bien les médias et la tech et qui a investi dans une société qui s'appelle Animage et qui fabrique des dessins animés, depuis très longtemps d'ailleurs, qui va arriver sur YouTube et qui va faire appel à l'intelligence artificielle générative pour créer des dessins animés. Il va nous raconter tout ça tout à l'heure. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ensemble. Un grand merci d'être fidèle à Tech Co, la quotidienne. Tiens, bonnes vacances aussi à tous ceux qui en profitent d'ores et déjà. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et un bon débrief de l'actu tech en ce jeudi soir. Je remonte mon petit tabouret et tout va bien. Lucas Perrodin est là. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Heureux de te retrouver. Lucas Perrodin, fondateur de AI Partners et ancien directeur de Meta Reality Labs. Par Mons et par Vaux, vous savez que Lucas a une vie de dingue partout. Et oui, parce que tu bosses en ce moment. Beaucoup de possibilités de partenariats, de clients qu'il faut aller chercher. Beaucoup d'entreprises qui se réveillent sur le choc de productivité de l'IA et la nécessité d'avoir un plan. Donc là, j'étais en tournée pendant 20 jours. Je disais tout à l'heure, je rentre chez moi demain matin, mais j'étais en Allemagne, en Espagne, en France, un peu partout. Voilà, et vous allez voir, Lucas, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, si vous découvrez Tech Co ce soir, est un fin spécialiste de toute l'actu tech, tout comme d'ailleurs Jérôme Marin qui est avec nous aussi. Bonsoir Jérôme. Salut François. Fondateur de Café Tech. Et au passage, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Café Tech. C'est ça. Pour avoir quasiment tous les jours. Ouais, mais là, pour lancer les vacances. Oui, bon, voilà, alors ça tombe mal, mais hors vacances. Mais pour la rentrée. Voilà, un petit mail tous les matins pour avoir le résumé de l'actu tech du jour. Et Didier Sens est là. Salut Didier. Hello. Quand je vous disais tout à l'heure sur la petite vidéo promo qu'on avait un casting 4 étoiles ce soir, Didier Sens, journaliste spécialisé dans la tech depuis pas mal d'années. Toujours très heureux de te retrouver puisque avec Didier, comme je le dis chaque fois, on se connaît depuis pas mal d'années quand même. C'est un plaisir. Voilà. Alors, dans l'actu tech, plein de sujets intéressants. On va commencer par Apple. Et je le disais tout à l'heure, Apple qui se retrouve empêtré dans cette histoire de droit de douane voulu par Donald Trump depuis le début, en fait. Évidemment, comme Donald Trump change d'avis comme une girouette, à chaque fois, on voit ce pauvre Tim Cook essayer de déplacer des curseurs, déplacer des stratégies, ce qui est quelque chose qui est une hérésie quand on fabrique des millions et des millions de produits high-tech. Vous vous rendez compte, en fait, l'impact que ça peut avoir dans le calendrier hyper fin que peut avoir un industriel comme Apple. Puis la chaîne d'approvisionnement, puis il y a plein de conséquences, effectivement. Ouais. Et la dernière en date, c'est que Apple est frappé de plein fouet par une nouvelle taxe Trump au Vietnam. Là où ça devient assez amusant, c'est que justement, Apple avait décidé de déplacer un maximum de production de produits high-tech au Vietnam parce qu'à l'époque, Donald Trump était plutôt sympa avec le Vietnam et les droits de douane n'étaient pas aussi élevés que la Chine, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Vietnam, sont fabriqués les AirPods, certains Macs, l'Apple Watch, enfin des produits, alors c'est pas les iPhones, mais malgré tout, ce sont des gadgets Apple qui se vendent comme des petits pains et qui vont se retrouver d'un coup d'un seul à être taxés à 20%, alors qu'avant c'était 4 je crois. Donc 4%, c'est quand même une grosse différence. Et on imagine que pour Tim Cook, ça doit être un peu la galère quand même, cette histoire-là.
Quel est votre point de vue là-dessus? Tiens, Lucas, je te vois faire la moue. C'est une folie. Bon, pour avoir été dans le hardware pendant 17 ans chez HP, il y a de l'inertie en fait dans les stratégies hardware, surtout dans les sociétés qui sont. Alors, je ne sais pas s'ils sont fabless. Je ne sais même pas si les factories leur appartiennent. Non, ben non. Mais donc, ils sont fabless. Ah, ils n'ont aucune usine Apple. Ouais, donc ils sont complètement fabless. Tout. Fabless, ça veut dire je sous-traite à d'autres usines. Donc, il y a des temps de mise en place de pas juste d'approvisionnement, mais de fabriquer les usines, fabriquer les outils. En gros, sur un nouveau produit, du concept à la production de masse, il y a entre 3 et 5 ans. Et donc, prendre des décisions, faire un caprice tous les jours, c'est absolument ingérable. Après, on a l'impression que c'est personnel. Oui, il y a un petit côté parce vengeance. qu'on a l'impression qu'il poursuit Apple. Ouais. Bah, après, il ne poursuit pas forcément Apple. Là, c'est sur tous les produits qui viennent du Vietnam. Ce n'est pas que sur les produits Apple qui viennent du Vietnam. Donc, non, mais pourquoi d'un seul coup il se préoccupe du Vietnam alors qu'il en avait rien à faire il y a 6 mois? Apple doit être l'un des plus gros importateurs de produits du Vietnam aux je États-Unis. pense pas. Je pense que le plus gros importateur, c'est Nike, par exemple. Nike, quand ils ont mis les ouais, mais c'est 20%, c'est la tech. Non, 20%, c'est tous les produits. C'est tous les produits qui viennent du Vietnam. En fait, ils avaient mis 46% sur le Vietnam. C'était en avril quand il avait mis ses droits de douane sur tout le monde. Là, ils ont négocié un accord commercial où on descend à 20%. Le Vietnam, il faut dire que je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'est un tiers de l'économie vietnamienne qui est dépendante des exportations américaines. Donc, ils étaient obligés d'aller négocier. En échange, les États-Unis ils peuvent importer maintenant au Vietnam sans aucun droit de douane. Donc, c'est pas que sur Apple, en fait. Là, c'est vrai que ça touche Apple. Après, il faut quand même nuancer. Je pense on l'a dit, c'est quelques produits. C'est pas l'iPhone. L'iPhone, aujourd'hui, c'est la plus grosse. La majorité, c'est 60% du chiffre d'affaires, c'est l'iPhone. Les Mac, ils ne sont pas concernés par les droits de douane parce que de toute façon, Donald Trump a exclu les smartphones et les ordinateurs des droits de douane additionnels. Donc les Mac ne sont pas ça peut changer aussi. Oui, mais pour l'instant, c'est 65% des AirPods. Voilà, mais bon, les AirPods. Après donc ça fait 15% de plus en fait. Donc sur quelque chose, quand on prend la marge d'Apple, on divise par 2. Sur le coût de revient, en fait, c'est pas grand-chose. Sur un AirPod, ça va être quelques dizaines de dollars, voire peut-être même juste moins de quelques dollars. Donc Apple peut manger la marge sur ça. Mais ça marche pas comme ça. Ah bah, là, pour l'instant, ils ont pas... qu'ils vont rogner sur leur marge? En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas augmenté les prix. Ouais, là, ils augmenteront les prix peut-être quand il y aura le prochain iPhone où ils vont en profiter en disant les droits de douane arrivent, donc on va augmenter les prix. Ça sera un peu un prétexte aussi pour augmenter les prix. Il faut rappeler que la Chine, donc il y a un accord commercial qui a été négocié avec la Chine, c'est 55% de droits de douane si l'accord commercial est en place. Donc, finalement, le Vietnam, je pense que c'est peut-être le moindre souci d'Apple aujourd'hui. Le Vietnam, Trump en avait besoin parce qu'il avait 90 trade deals à faire 200 trade deals en 90 jours. Il en a fait 0. Il a dit qu'il avait un deal avec le UK. On s'est rendu compte que c'était une idée d'un deal, c'était pas un deal. Donc c'est le premier qu'il arrive à clore parce que. Mais là aussi, il n'est pas clos. C'est juste un accord. En tout cas, il y a assez de pression sur le Vietnam pour que le Vietnam accepte de clore un deal rapidement, comme tu disais, parce qu'il y a une énorme dépendance économique aux États-Unis. Et puis en plus, en ce moment, il a du mal à passer je sais pas s'il est passé là, mais ça va être adopté. À la Chambre. Enfin, ça va l'être, on ne sait pas. Enfin, il a besoin de victoire, il a besoin de montrer du positif, et donc ça sert de bouc émissaire un peu de sacrifice. Tu dis que c'est vrai que mais tout ça vient s'ajouter au droit de douane qu'il va avoir en Chine, parce que non, mais je pense que c'est ça le vrai problème. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a l'Inde aussi. Enfin, je veux dire, quand tu commences à additionner toutes ces taxes supplémentaires pour Apple, ça va pas être anecdotique. Alors, le résultat financier de la boîte. Mais tant que les iPhones ils sont exclus, en fait, aujourd'hui les iPhones sont exclus des douanes. Mais comme le disait Lucas, jusqu'à quand? En fait, il suffit que Trump ait Tim Cook dans le nez et il fait sauter ce truc-là. C'est pas ça. Personne ne fait ça. Personne ne va voir ses actionnaires en disant je vais me manger $15 de marge parce qu'il y a un champ. Enfin, les stratégies et les attentes des actionnaires, elles ne fonctionnent pas comme ça dans ces états. Moi, je pense qu'on ne va pas plaindre Apple vu l'argent qu'ils gagnent, et je pense qu'ils ont les moyens de gérer ce genre de crise, mais ça pose quand même un problème sur le modèle capitaliste vu par Trump. Parce que l'idée quand même d'Apple, c'est d'essayer d'augmenter ses profits au maximum, d'avoir des marges conséquentes sur ces produits, et de manière à produire un flux de produits importants, conséquents, etc. Là, on lui dit, on va taxer la Chine. Alors il dit, bon ok, du coup je vais mettre mes billes en Inde et au Vietnam. On lui dit après, maintenant on vient taxer le Vietnam. Donc du coup il va être obligé de chercher un autre débouché, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jeu du chat et la souris. Ça veut dire que les autorités politiques ont une telle
comment dirais-je, influence sur le monde économique que des grosses boîtes comme Apple, même, ne sont plus à l'abri pour... Ça freine les investissements parce qu'on a besoin de stabilité pour investir. Mais entièrement. Et des changements de policy tous les 5 minutes. Après, c'est pas Apple qui investit, c'est Foxconn ou Pentaracon, mais... Donc... Ouais, enfin, on va parler dans un instant d'ailleurs de Foxconn, qui est une autre épine dans le pied, visiblement, d'Apple. Non, mais juste pour revenir sur le prix de l'iPhone, on dit, est-ce que Trump va mettre des droits de douane sur l'iPhone ? Je pense qu'il ne le fera pas, parce qu'une simple raison, c'est qu'il ne veut pas assumer que l'iPhone 17, c'est ça le prochain, on est bien là. Oui, il sera à $1 $1,500 ou à $2,000. Donc ça, il l'assumera pas. Et c'est pour ça que pour l'instant, les iPhones ne sont pas concernés. En tout cas, il jette la patate chaude à Donald Trump, parce qu'il peut très bien dire d'une manière détournée que c'est à cause des taxes du gouvernement que le prix de l'iPhone a augmenté. Mais ça, je pense que pour prendre un peu en otage les utilisateurs. Ça sera l'une des justifications. Et je pense que le prix va augmenter de toute façon, parce qu'il y a quand même des droits de douane sur les puces, sur autre chose. Mais ça sera l'une des justifications. Mais il y a les droits sur les composants, il y a les droits sur les pass-through qui sont à 40%, c'est-à-dire que si on fait un composant qui fait... Parce que ce qu'ils avaient fait, c'est que les composants, ils faisaient des arrêts au Vietnam en sortant de Chine pour éviter les droits chinois. Et sur les pass-through, ils ont mis 40% de droits maintenant. Donc, on est bloqué de toutes parts. Mais ce qui est fascinant, c'est que, d'abord, l'hypothèse sous-jacente que le déficit commercial est un problème pour les États-Unis, alors que la rétention de marge aux États-Unis et pas en Asie, elle est un peu folle, parce qu'elle est pas... Et qu'à la fin, on va affaiblir un vaisseau amiral de l'industrie américaine. Parce que Apple, c'est un fleuron de l'industrie américaine, et quand on l'affaiblit, on fait du mal à l'économie américaine en général. Donc c'est fou, bon, on s'est habitué à la folie. Oui, bien sûr, mais oui, on en est là, quoi. C'est un coup de billard à plusieurs bandes, et c'est vrai que ce sont les États-Unis qui sont perdants dans l'histoire, finalement. Et les consommateurs américains, parce que quand vous êtes allé aux États-Unis récemment, quand on voit les prix aux États-Unis... Est-ce que les consommateurs américains vont s'en sortir mieux ? Parce que finalement, l'iPhone 17 qui sera super taxé aux États-Unis ne le sera pas en Europe, puisqu'il n'y a pas les mêmes droits de douane. Ça, j'en suis pas sûr. Parce qu'en fait, si tu regardes ce qu'a fait Sony, par exemple, sur la PlayStation, ils ont augmenté les prix en Europe pour répercuter les droits de douane américains. Ah, d'accord. Et Apple, il pourrait faire ça aussi. C'est-à-dire, au lieu de dire que l'iPhone, je l'augmente de 50% aux États-Unis, disons, je l'augmente de 20% partout. D'accord. Ouais. Donc même nous, le consommateur européen, peut être pris en otage un peu comme ça à cause des répercussions sur les prix. Et même un concurrent qui produirait ailleurs, bon, ça n'existe pas, mais admettons qu'il y ait une alternative. Ce qui se passe dans la compétition, c'est que si je peux augmenter mes prix, je le fais. Donc si mon concurrent est obligé d'augmenter ses prix, j'augmente les miens, je fais juste plus de marge. C'est le problème de cette pression inflationniste, c'est que c'est à la fois une pression réglementaire, mais aussi c'est une pression de la concurrence et des actionnaires. Et les prix ne redescendent jamais quand ils montent. Alors, deuxième épine dans le pied pour Apple. C'est pas terminé. C'est que, vous le savez, on en avait parlé il y a quelques semaines de cela, Apple voulait délocaliser l'assemblage, la production de ses iPhones en Inde. Mais pour ça, ça se fait pas avec une valise et une table de camping. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut des usines. Et l'un des spécialistes de tout ça, de cette supply chain, c'est Foxconn, qui est un partenaire de longue date d'Apple. Pas que d'Apple d'ailleurs, Foxconn fabrique la plupart des produits c'est dans l'industrie du PC, c'est un électronique, voilà, avec une rigueur et un savoir-faire qui est incroyable, Foxconn, on est d'accord. Et là, en fait, Foxconn aurait rappelé 300 ingénieurs qui travaillaient en Inde pour Apple, les a obligés, enfin leur a demandé de revenir en Chine. Ce qui fait que ça affaiblit un petit peu la stratégie d'Apple de vouloir délocaliser une partie de sa production en Inde, parce que s'ils n'ont plus les têtes pensantes, parce que fabriquer des millions et des millions d'iPhones comme ça, d'un claquement de doigts, ça nécessite une une ingénierie, un savoir-faire, une cadence de dingue. Et ça, il y a c'est une poignée, une grosse poignée de génies qui savent le faire, en fait. Ouais, d'un autre côté, si Apple dit à Foxconn j'ai besoin de ces gens-là, je pense pas que Foxconn ait les moyens de dire non, je fais ce que je veux. Après, il faut voir aussi, il faut dire qu'entre la Chine et l'Inde, il y a des tensions commerciales importantes, tensions même géopolitiques. Est-ce que c'est pas aussi le gouvernement chinois qui demande à Foxconn de rapatrier Non, mais ils n'ont rien à voir avec le gouvernement chinois. Ils sont taïwanais. Oui, d'accord, mais quand en Chine, une entreprise qui est en Chine, si le gouvernement chinois te dit de faire quelque chose avec des employés chinois, je pense que tu respectes ce que te dit Pékin. Ouais, enfin, ils ont un tel poids maintenant dans l'économie chinoise que je pense qu'ils ont aussi moyen de s'opposer à des caprices. Là, on est rentré
rentrer en guerre froide, littéralement. Enfin, moi, je suis de ton avis que ça, c'est un coup à plusieurs bandes en disant, s'il n'y a pas on va obliger de rapatrier la production. Les États-Unis ne peuvent pas faire sans la production électronique asiatique. S'ils ne peuvent pas la déplacer en Inde, ils sont obligés de revenir en Chine. Et s'ils sont obligés de revenir en Chine, ils vont devoir baisser les droits de douane. Donc, en fait, c'est une façon de forcer à garder la supply chain chinoise ouverte. Pour moi, c'est ce que je lis dans cette décision-là. C'est à la fois tactique et aussi politique. Donc, oui, géopolitique, parce que visiblement, c'est la Chine aussi. En fait, c'est l'Inde qui en a marre de voir l'arrivée de tous ces ingénieurs chinois sur le sol indien. Oui, voilà. J'hésitais, tiens. Hindou, c'est la religion. Voilà, hindou, c'est la religion et hindi, c'est le langage. Donc le sol indien, et comme on sait qu'il y a des tensions, comme vous le disiez, mais bon, voilà, qui trinque dans cette histoire, c'est Apple. Aussi sur le changement de paradigme de la mondialisation. C'est-à-dire qu'avant, tout était permis, on pouvait localiser ses usines où on voulait, faire des échanges avec les pays, les autres, etc. Depuis Trump et ses histoires de droits de douane, ça devient un foutoir. Ça ne doit pas être facile en ce moment pour Apple, parce que entre les atermoiements de l'IA, voilà, on sait, on en parle souvent, pas facile. Ouais. Ces problèmes de supply chain qui doivent quand même empoisonner la vie d'Apple et qui cassent un petit peu cet orchestre parfait qu'on connaît depuis des années, où à telle date sort des millions d'iPhones disponibles dans le monde entier. Ça ne doit pas être facile pour Apple. Une boîte qu'on imaginait protégée de tout, véritablement au-dessus du lot, se retrouve finalement aussi dans des situations parfois un peu compliquées. C'est peut-être une opportunité. Il y a un changement de leadership qui arrive, il y a un moment de crise, ils ont énormément de cash. Enfin, changement de leadership, Tim Cook est toujours là. C'est toujours les mêmes. Il va arriver. Ouais, ça va. Il va arriver, mais dans combien 3-4 ans? Si on regarde les keynotes, c'est toujours les mêmes depuis 10 ans. Il y a peut-être un nécessité. Apple, je sais qu'on a beaucoup d'Apple fans sur le plateau, dont je ne fais pas forcément partie, mais je trouve que c'est une société qui est de l'autre côté de son pic d'innovation aujourd'hui. Et qui a raté un certain nombre de virages, mais qui a énormément de moyens. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Alors comme je disais tout à l'heure, la raison sous-jacente pour laquelle on est en train de détruire ce fleuron est complètement folle et irrationnelle. Mais après, il faut pas, c'est pas détruit. Apple continue à gagner beaucoup d'argent. Ouais. C'est toujours la 2e ou 3e capitalisation boursière mondiale. Il n'y a pas de problème non plus. Il y a des petits soucis sur les droits de douane, sur l'IA. Aujourd'hui, est-ce qu'on va moins d'iPhone? Tu penses que c'est des petits soucis? C'est pas des petits soucis. En tout cas, aujourd'hui, c'est des soucis qui perturbent pas trop Apple. Tu sais pas ça? Tu vois, quand tu vois Siri, il y a des news tout le temps, le management... Non, mais ça, en termes d'image, je suis d'accord avec toi, en termes d'image de marque, c'est très mauvais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu connais quelqu'un qui t'a dit « je ne vais pas acheter un iPhone parce que le nouveau Siri, il est nul ». Non, aujourd'hui non, mais peut-être qu'à force... Non, mais il y a des gens qui achètent le nouveau Samsung parce que l'IA est bien. Ou à $2000, est-ce que je vais l'acheter? Il y a un problème inflationniste, quoi qu'il arrive. Ça ne sera pas fabriqué aux États-Unis dans les 5 prochaines années, c'est sûr. Donc, les gens savent aussi que le problème ne va pas durer. Je veux dire, c'est Apple, tu vois, ils ne vont pas se contenter de rester à ce niveau-là. Je sais pas, moi pour avoir été aux États-Unis récemment, et notamment à Palo Alto, et avoir parlé politique à Palo Alto, le niveau de pression m'a totalement surpris. J'y étais 200 fois déjà. Je suis dans un Starbucks à Palo Alto, je dis qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est un peu le bazar, et les gens regardent par-dessus leur épaule pour voir si on les écoute. Il faut savoir que c'était un des bastions. À ce point-là. Et des gens, je ne vais pas le nommer, mais vice-président dans un GAFA, senior vice-président dans un GAFA. Ils ont peur de quoi en fait? De la direction politique? Ils regardaient les gens autour en me disant, on n'était pas libre de parler ça, d'en rigoler. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que vous faites? Et moi-même, j'étais tellement surpris parce que j'étais en 2016 quand Trump a été élu. J'étais dans le sports bar de Palo Alto, qui est The Old Pro, qui est vraiment là où beaucoup de deals de VC ont été faits. C'est un endroit historique. Et les gens huaient. Et la télévision, et là, on est passé dans une ambiance. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de pression politique, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Tout le monde a peur, en fait. Nous, on pense qu'ils vont être raisonnables un jour. Je ne suis pas sûr que ça va arriver. Compte tenu de ce que j'ai vécu en étant là-bas. C'est effrayant ce que tu racontes. C'est effrayant. C'est un pays qui c'est Berlin 1936. Voilà, alors que c'est ils arrivent des juges. Je veux dire, on en est là. Donc, et c'est alors que c'est un pays qui a toujours les gens qui sont pas gentils. Ouais.
Et c'est toujours un pays qui apprenait la liberté, les États-Unis. C'est ça, ouais. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Enfin bref, on verra bien comment tout ça se poursuit. Dans l'actu, après Apple, tiens, c'est Google qui, alors lui, a aussi une autre épine dans le pied. Bon, 314 millions de dollars d'amende pour Google, c'est pas grand-chose, j'imagine. Mais bon, c'est une histoire qui remonte à 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un class action, je crois. Action, voilà, d'utilisateurs californiens de smartphones Android qui d'un coup se sont dit on en a marre que en fait, Google pompe toutes nos données sans vraiment notre consentement. Alors après, on verra que finalement, sans notre consentement, c'est pas tout à fait vrai parce que je vous rappelle que quand vous achetez un iPhone ou un Google ou n'importe quoi, vous êtes tout le temps en train d'appuyer OK pour en dire voilà. En Europe. Je crois que c'est aux États-Unis aussi, non ? Je sais pas. T'as pas des conditions d'utilisation qui scrollent ? Ah, c'est sûrement, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, les Californiens se sont rendus compte que Google aspirait toutes les données du téléphone de manière perpétuelle et toutes vos données personnelles. Et ça pose un problème, bien sûr. Enfin, ça pose un problème. Quand on sait que Google vide ça, on se dit que c'est nous le produit. C'est pas tout à fait nouveau. Cette histoire-là, ça a mis 6 ans, hein, ce procès. Il n'est pas terminé. D'ailleurs. Mais en plus, il ne concerne qu'un seul État. Il concerne que la Californie. Voilà. Donc, Google a été condamné à verser, je ne sais pas à qui d'ailleurs, à cette class action, visiblement. Aux gens qui vont 14 millions qui vont demander en fait. Voilà, donc ça fait 314 millions de dollars divisé par 14 millions. On ne sait pas avec ça qu'ils vont s'acheter un peu moins parce que quand même, les avocats vont se salir un peu. C'est ça, exactement. Mais tu le disais, c'est que pour l'État californien, ça peut se multiplier. Alors je sais qu'Apple a fait appel parce qu'ils ne sont pas d'accord. Google, pardon, ils ne sont pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un retour de bâton justifié. Google dit, comme à chaque fois, mais ce ne sont pas n'importe quelles données, c'est tout ce qui est nécessaire à la sécurité, à la performance et à la fiabilité de nos appareils. Le problème, c'est que ces appareils, c'est que Android est installé sur une multitude d'appareils de différentes marques, et que quand tu achètes un téléphone Samsung ou un téléphone Oppo ou je ne sais pas quelle autre marque. Motorola aux États-Unis. Ou Motorola aux États-Unis. Oppo, il n'y a pas. Tu as Android dessus et tu n'es pas forcément, comment dirais-je, averti que derrière Android, il y a Google. Et c'est un peu là-dessus qu'ont joué les gens en disant, moi j'ai acheté un téléphone Motorola ou un téléphone Samsung, je veux bien contractuer avec ces gens-là, mais pourquoi toutes mes données filent chez Google ? Le problème, c'est que ça fait des années qu'on leur dit à ces gens-là, on leur dit, vous utilisez Android, c'est quoi ? C'est un énorme spyware qui va vous servir à accéder, à faire plein de choses avec votre téléphone, mais qui va permettre à Google aussi de s'enrichir et de vendre vos données. L'autre volet de cette class action, c'est de dire oui, mais ok, vous nous piquez nos données, mais en plus, vous utilisez notre bande passante, donc ça nous coûte cher en forfait. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc les gens se plaignent finalement presque plus de perdre de l'argent parce que effectivement, oui, toutes ces datas qui s'en vont, ça passe par le réseau mobile, que de voir quel est le réel objectif de Google, quoi. Donc tout ce qu'on espère, c'est que ça va calmer un peu les ambitions de Google, même si on sait très bien que ce ne sera pas le cas, puisque c'est le modèle économique de la boîte. Ouais, ça a déjà changé. Enfin, la data capture depuis 2019, elle a déjà beaucoup changé. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, mais ce qui est pas bien, c'est que Google n'est pas honnête là-dessus. Je veux dire, à chaque fois, ils ont. Mais tu crois que Meta ou non mais Google où Lucas a travaillé, ils étaient honnêtes? Non mais rappelle-toi le slogan de Google au départ, Don't be evil. Tu te rappelles? Ne soyez pas mauvais. Do no evil. Ouais, exactement. Et on s'aperçoit. Après, ils l'ont supprimé parce qu'ils se sont dit on est un peu evil quand même de temps en temps. Donc voilà, le problème de Google, c'est ça, c'est que c'est aussi un géant, et ce géant, s'il offre autant de services gratuits, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on les paye d'une autre manière. Pour moi, c'est le plus transparent, Google. C'est ça qui me... c'est le plus transparent, et deux, les frameworks, les cadres de capture de données, ils ont énormément changé depuis 2019. Je vais donner un exemple. Les applications pouvaient voir dans le SDK Google quelles autres applications étaient utilisées par les utilisateurs. Donc, si j'étais Snapchat... Donc ton concurrent, par exemple. Si c'était Snapchat, je voyais que... par exemple, je vais vous donner un exemple fictif. Si j'étais Facebook et je voyais que beaucoup des utilisateurs des téléphones sur lesquels je suis installé WhatsApp. Je me dis, tiens, l'attention va peut-être aller vers WhatsApp, il faut peut-être que je m'y intéresse pour les racheter. Oui, c'est un exemple fictif, hein, mais voilà.
Et donc, à l'époque, on voyait tout ça. Et tout ça, ça a changé. Enfin, en 2019, c'est encore le cas. Après Cambridge Analytica, etc., il y a eu un certain nombre de... Les SDK ont été beaucoup plus... ou racheter Snapchat ou alors le copier, ce qu'a fait Insta. Voilà. Donc, exactement. Donc, il y a quand même... on se parle de cadres de transfert de données qui sont très différents aujourd'hui et de conscience de l'utilisateur des données, des problématiques de données privées qui sont différentes. Donc, c'est un peu un procès d'un autre âge, même si c'est peut-être légitime. Jérôme, là-dessus? Non, pas grand-chose à dire. Non, mais juste, on se plaint souvent qu'en Europe, il y a trop de réglementation et que Google paye beaucoup d'amendes en Europe. Aux États-Unis, la réglementation ou les amendes, elles viennent de la justice avec des classations. C'est deux manières différentes de voir un peu les choses. Ça a duré presque 10 ans quand même. Ah, bien sûr, et c'est pas fini parce que je pense qu'ils vont faire appel et ça prend des années. Mais en Europe, ça a pris des années. Google Shopping, l'amende, c'était en 2019, je crois. Elle vient juste d'être confirmée il y a quelques mois. Donc, ça prend aussi beaucoup d'années. On va parler toujours de Google avec VO3 qui nous avait totalement scotché lors de sa sortie, lorsque ça avait été présenté lors de la Google I.O. C'était quoi, il y a un mois à peu près? Un mois pile. Un mois pile, enfin en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça, et on avait vécu ça sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne en direct. Quelle claque ce truc-là, ce logiciel qui c'est bluffant, vraiment. C'est vraiment incroyable. Enfin, moi j'avais passé. Ils ont eu raison de prendre leur temps pour arriver sur ce marché. Après Tech & Co, après l'émission, j'étais rentré chez moi, j'avais commencé à taper VO3, le hashtag VO3 sur Twitter sur X, et j'avais vu une multitude de vidéos, mais c'était incroyable. Et je regardais ça. Vraiment avec attention pour voir les défauts éventuels. Il n'y a pas de défauts. Alors peut-être qu'un spécialiste de l'IA va le voir, mais le Kidam finalement ne va pas faire le truc. Rappelons ce que c'est. C'est un générateur de vidéos totalement généré par l'IA générative avec un prompt. Voilà, et vous arrivez à des résultats. Si vous êtes avec nous à la télé, on vous en montre là un petit peu en illustration. C'est impressionnant. Ouais, avec la capacité de gérer le son aussi. Ouais, la grosse innovation, c'est le son et les dialogues. Ouais, et la synchronisation des lèvres. Qui n'était pas le cas, les modèles de vidéo étaient silencieux jusqu'à présent. Et pourquoi on parle de VO3 ? Parce que ça y est, c'est disponible en France. Mais à quel prix ? Alors, j'ai lu 21,99 € par mois. À partir de cet abonnement-là, vous avez droit à l'IA de Gemini 2.5 Pro, vous avez Notebook LLM, et vous avez aussi donc VO3 et Whisk aussi, qui paraît-il. VO3, il est dans Ultra normalement, celui à 249. Alors moi j'ai lu un article où c'était... alors, il y en a limité. Peut-être. Je crois que tu peux tester un peu VO3 avec un abonnement à 20 €, mais si tu veux vraiment en bénéficier de toutes les capacités, et on arrive à des vidéos qui sont hallucinante, ce truc-là. On est d'accord que c'est un game changer. Pour l'instant, on fait des vidéos de 8 secondes, donc pour l'instant, ça reste assez limité finalement. Mais, mais on sait comment. Non, bien sûr. Alors, il y a un truc. Mais sur la qualité, c'est sûr que. Pardon, qu'est-ce que ça dit, Lucas ? C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs vidéos à la suite. Il y a un paramètre qui est le caractère consistency. D'ailleurs, je peux donner une photo de moi, me mettre dans une vidéo et faire que d'une vidéo de 8 secondes à l'autre, j'ai une cohérence du personnage qui soit toujours le même, et j'ai même ce qu'on appelle une omniconsistency, un environnement qui soit toujours le même. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on fait des photos sur ChatGPT, par exemple, à chaque fois, il repart de zéro. Donc là, c'est pas le cas. Mais ce qui permet d'avoir des trucs un peu plus longs, mais c'est quand même... Enfin, moi, je suis d'accord avec toi que ça va certainement... On en avait parlé la dernière fois, mais à part... c'est très beau sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Mon fil LinkedIn, il est rempli de vidéos VO3, et Twitter, je pense que c'est pareil. Pour l'instant, j'attends de voir qui va être le premier à aller faire un film avec VO3. Ça, voilà. Mais ça va arriver. Non, ça va arriver, mais évidemment. On est d'accord, ça va complètement mettre par terre toute l'industrie du divertissement. Oui, d'un autre côté, c'était un peu le cas déjà avec les logiciels 3D, ceux qu'avait développé Pixar à l'époque. Ça a révolutionné aussi la manière de faire des dessins animés. Je suis d'accord, Didier, mais qui pouvait se payer les processeurs, les ordis de Pixar et le logiciel 3D pour faire un dessin animé ? Et les talents aussi pour le faire. Ça coûtait des centaines de millions de dollars. Là, finalement, tu as je sais pas moi, n'importe qui a du talent, qui a un PC. Alors bon, il va dépenser 200 $ par mois, mais qu'est-ce que c'est que 200 $ finalement ? 200 $, on va atteindre des limites. C'est pas disponible encore dans l'API.
Parce qu'en fait, $200, $240, tu as quand même des limites journalières d'utilisation, donc tu ne pourras pas faire un film dans le mois. Oui, mais aujourd'hui, Lucas, dans 2 ans, 3 ans, tu vois, ça va se démocratiser, ce type d'outil. Et ça va complètement révolutionner l'industrie du divertissement. L'industrie et les fake news aussi. Il faut regarder, tu vois, les deux côtés de la médaille. Il y a le côté positif, c'est que ça va booster la créativité de tout un chacun. Et puis le côté négatif, c'est que ça va renforcer encore plus les fausses vidéos qu'on voit de plus en plus. C'est intéressant parce que pour nous, c'est une API qui... Alors, VO3, on peut pas... L'API, ça veut dire que c'est pas dans l'assistant habituel ou qui est grand public. C'est mon serveur de ma boîte à moi appelle le serveur de Google et fait des vidéos. VO3, c'est pas encore disponible. Mais pour nous, VO2, on s'en sert parfois, mais c'est une API qui est chère. Enfin, c'est cher par rapport à nos standards. Ça coûte 50 cents la seconde à peu près. Oh la vache. Donc $30 la minute. Mais pour l'industrie de l'entertainment, c'est rien du tout. C'est marrant parce que pour nous, pour des gros déploiements... Non, mais pour toi, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est inhabituellement cher par rapport aux autres pays. Imagine pour réaliser un film Marvel qui coûte 200-300 millions de dollars. Oui, puis tu ne te poses plus la question des effets spéciaux puisqu'il les fait lui-même. Tu n'as même plus besoin... Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un gars peut faire un film. N'importe qui, depuis sa chambre. Avec $300 peut faire un film hollywoodien, enfin en tout cas ou une bande-annonce de film hollywoodien. Et ça va débrider la créativité. Ouais, non mais c'est clair. Et je redis le parallèle que moi j'avais trouvé à l'époque. Ça me fait penser un peu à l'arrivée des premiers logiciels de musique sur les PC qui, avec les samples, te permettaient de faire des albums avec une qualité audio et une multitude d'instruments sans avoir à payer un seul musicien finalement. Tu te rappelles sur Apple, tu avais GarageBand et d'autres logiciels. Ou même avant, Cubase et compagnie sur Amiga. Et ça a permis à plein d'artistes, avec un PC et un micro, de faire des trucs incroyables. Et ça me fait penser à ça finalement. On devrait faire un Tech & Co sur VO3 avec François comme caractère parce que tu peux prompter avec une image de départ et ensuite on devrait essayer ça. Ouais, mais alors franchement, je ne sais pas qui aurait le talent et la possibilité de le faire. Non mais c'est vrai, ça va être compliqué, non ? On va regarder. On va regarder ? Ouais. Alors peut-être pas 1h30, mais si tu peux me faire 2 minutes de Tech & Co à VO3 qu'on diffuse à la rentrée, ça serait pas mal quand même. On va regarder. Ça serait chaud, hein ? Ça marche. Waouh ! Bon, messieurs, dames, pour l'instant, on est en chair et en os. Lucas Perrodin, Jérôme Marin, Didier Sens, petite pause et on revient pour la suite de ce Tech & Co et on va s'intéresser à Perplexity. Tiens, on parlait justement des abonnements d'IA générative. Il y a des abonnements à plus de $200, on en parlait avec Google. Perplexity en propose un aussi à ce prix-là. Je ne sais pas si tu as testé, si tu allais voir un petit peu ce que c'était ou si vous êtes allé voir un peu ce que c'était, on va en parler. On va parler aussi de l'IA Act dans quelques instants. Et puis ce dilemme pour la SNCF. Mettre Starlink dans les TGV, ça serait pas mal pour nous utilisateurs. Mais est-ce que ça peut passer, cette histoire-là ? On va en parler dans un instant, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Nous sommes de retour, 20h35. Merci d'être là sur BFM Business. Radio, télé, replay, podcast. La nouveauté, je vous le disais tout à l'heure, c'est que dorénavant, vous pourrez retrouver le replay intégral de Tech & Co sur YouTube. Ça, c'est cool. Et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Voilà, vous tapez Tech & Co, vous tombez sur la chaîne YouTube de notre plateforme. Et là, vous pourrez regarder Tech & Co sur YouTube. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Lucas Perrodin est toujours avec nous, fondateur de AI Partners et ancien directeur du Meta Reality Labs. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr et Didier Sens, donc journaliste spécialisé en informatique. Je vous propose de continuer sur l'IA générative, messieurs, avec Perplexity qui propose, et c'est la nouveauté, qui propose désormais un abonnement IA, comme tous les autres d'ailleurs, que ce soit OpenAI ou on en a parlé, Google, Anthropic, etc., propose plusieurs types d'abonnements. Il y a la version gratuite qui vous permet de goûter, qui permet de faire pas mal de choses d'abord, d'ailleurs. Et puis après, vous avez une version à $20 et après, on passe à $200, qui, on va dire, une version qui est réservée sans doute un peu plus aux professionnels, mais qui est intéressante. Et donc, Perplexity s'y met aussi. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, je ne sais pas qui est utilisateur
vraiment Moi, j'utilise régulièrement de Perplexity. J'ai pas l'abonnement payant parce que pour les besoins que j'ai, je trouve que ça suffit, oui, bien sûr. Ça suffit. En revanche, je peux accéder par moment à la version Deep Research, qui est quand même intéressante parce qu'il va explorer encore plus de pistes. Et c'est effectivement un outil, je veux dire que dans 80% des cas, ça a remplacé Google, parce que là, du coup, je peux vérifier les sources, donc me faire vraiment un rapport tout à fait pertinent. Alors, à qui ça se destine cette version payante à $200 ? Je pense que c'est vraiment pour des demandes très très pointues, tu vois. Des gens qui ont besoin de faire de la veille, de la recherche qualitative en grande quantité. Maintenant, ça reste de l'IA, donc il faut quand même derrière un processus de vérification, un processus de qualification. Donc c'est un peu. Alors tu le disais tout à l'heure, hein, les autres modèles d'AI ont aussi des versions payantes, mais la différence c'est que Perplexity n'est pas un LLM ou un opérateur comme OpenAI ou Claude, etc. C'est un agrégateur. En fait, il utilise les technologies de ces entreprises pour aller faire des recherches sur Internet ou répondre à des questions. Mais il n'est pas propriétaire de son propre moteur d'AI. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je ne sais pas trop, d'autant plus que, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils n'ont pas une majorité des fonctions qu'ont les autres, par exemple la génération d'images ou de vidéos, etc. Enfin bon, est-ce que ça vaut le coup de payer 200 €? Ouais. Non, mais comme tu le disais, c'est vraiment très spécifique. En fait, c'est juste parce que tu disais faire des rapports. En fait, tu as des rapports en illimité, donc ça s'appelle Labs. Je ne sais pas si tu utilises ça, moi je n'utilise pas. Mais donc il y a ça en fait. Et c'est vraiment même ChatGPT à $200. Je ne sais pas combien il y a de clients sur ça, mais je pense que c'est pas beaucoup en fait. Donc ils sont là, ils occupent le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le passage obligé. Si on fait de l'IA, il faut son abonnement à $200 parce que ChatGPT l'a fait, donc il faut le faire. On avait l'abonnement à $20, maintenant on a l'abonnement à 200. Donc il y a une sorte de mimétisme de ce que fait OpenAI. Oui, le besoin de rentabiliser aussi je ne sais pas si... franchement, je ne sais pas combien d'abonnés ils vont avoir sur $200. Tu vois, je ne pense pas que ça va changer. Moi, je pense que c'est plus vraiment pour occuper le terrain et pour dire nous aussi, maintenant, on est quelqu'un qui pèse en IA, donc on a notre abonnement à $200, comme ChatGPT, parce qu'il faut le faire. Et juste, ça me fait penser à un truc, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'interview qu'a fait Sam Altman avec son frère, dans le podcast de son frère, il y a quelques semaines, là, il n'y a pas très longtemps. Et il racontait une histoire heureuse, c'est qu'il parlait de Meta qui débauche, je vous en ai peut-être sûrement parlé, qui débauche, et il dit, mais en fait, Meta, ils sont nuls, ils essaient de nous rattraper. Et regarde, ils nous copient tous, et tout le monde nous copie. Et on regarde les chatbots aujourd'hui, tous les chatbots se ressemblent, alors que notre chatbot, il y a plein de trucs qui ne marchent pas bien et il recopie toutes nos erreurs de graphisme et de choses comme ça. Et en fait, ça me fait penser à ça, c'est qu'on est dans un truc, il faut suivre OpenAI parce que c'est le leader du marché. Et il fait un abonnement à $200, je fais mon abonnement à $200. Il dit que le chatbot, il doit être comme ça, je fais mon chatbot pour qu'il ressemble à ChatGPT. Non, mais on n'est pas dans le même type de service, c'est ça que... Oui, bien sûr. Non, mais du point de vue de l'utilisateur, on a l'impression que si, mais il y a une problématique de recherche du business model. Donc aujourd'hui, la proposition de valeur à $200, moi j'ai Perplexity Pro, je m'en sers jamais. Bon après, il faut être clair. Les gens qui vont utiliser les taux de limite, les limites qui sont permises par des abonnements à $200, en fait, c'est des individus super users. Quand nous, on a une entreprise, mais la réalité, c'est que au-delà de mon abonnement à 20 balles, moi je passe par l'API et on va taper dans les moteurs quand on en a besoin, à la demande, et on peut avoir des factures. Enfin, nous, on a des agents qui vont consommer 10 000 € dans le mois. Donc, les gens qui font ça de manière industrielle n'ont pas besoin de ça. Donc là, on est vraiment sur du power user, du professionnel qui a un besoin spécifique. Donc le marché n'est pas très gros. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à $20, même en ayant beaucoup d'abonnés, ça ne marche pas, parce que la différence de valeur entre 0 et 20, elle n'est pas là, et qu'on doit essayer de trouver, en fait, c'est des tests de price elasticity. Et ce qu'on sait aussi, c'est que, de toute façon, en parlant d'Altman, il en a parlé il y a 2 jours, c'est que la publicité arrive. Donc on est en train d'essayer de voir quel sera le revenu mix du business model. Un peu comme Netflix. Exactement. Sauf que, là, on est en train de tester des gaps de prix qui sont monstrueux, mais avec des niveaux de service qui ne le justifient pas aujourd'hui, surtout si vous avez accès à l'API. Donc, c'est des ballons d'essai de pricing. Le marché n'est pas là pour que les gens payent $200. On sait qu'on ne paiera pas 20 balles. On paiera probablement 50 € à un moment pour avoir un service décent, sans publicité dans l'IA. Mais ils sont en train de chercher quels sont les price points et quel est le business model entre les abonnements et la pub. Donc, ce tarif
nous permet d'accéder, tu le disais, aux labs de Perplexity de manière illimitée. On a un outil de création qui vous permet de gérer des tableaux, des feuilles de calcul, des présentations, même des applications web, tiens. Et puis, quand on est abonné Perplexity Max, on a aussi accès à des modèles d'IA comme O3 Pro d'OpenAI. Alors, c'est pas le dernier, mais c'est pas mal quand même. Ouais. Les O3 Pro, ils ont baissé leur prix très récemment. Enfin, il n'y a pas d'avantage. Et l'Opus, moins cher de s'en servir avec OpenAI depuis 2 jours. Ouais, et Claude Opus 4 aussi d'Anthropic. Donc, malgré tout, on a quand même on va dire les ténors du marché. C'est mon préféré, Opus 4. Et tu auras le droit d'utiliser en avant-première leur navigateur qu'ils vont lancer, qui s'appelle Comet. Ils vont lancer un navigateur donc pour rivaliser avec Chrome. Pas mal. Mais ça fait 6 mois qu'ils disent qu'il arrive et il n'est toujours pas là. C'est la comète, mais qui est lente. Perplexity, ils essaient de se positionner, ils ont un peu de mal parce qu'ils n'ont pas la deep tech, ils n'ont pas les modèles, ils ont une couche intermédiaire qui est très agréable, qui est une interface utilisateur très agréable. Et ils ont besoin d'être financés, donc ils cherchent à se vendre. Bon, ils ont aussi un narratif à vendre à tout le monde. La fonction Deep Research et Web Search, elle est sur tous les moteurs. Elle est dans Claude, elle est dans. Avant, elle était payante, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, maintenant, elle est disponible partout, à la fois Web Search et Deep Research. Donc, tout ça, c'est standard maintenant. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile de justifier ces abonnements parce qu'il y a tellement de concurrence que dans l'abonnement à 20 € des autres, on trouve des services qui sont O3. Ils ont baissé le prix d'inférence il y a 2 jours, donc ça ne sert plus à rien de payer 200 balles chez Perplexity. Enfin, tout ça a bougé à une telle vitesse qu'aujourd'hui, c'est très difficile de positionner des prix au-dessus de 20 €. On évoque un GPT-5 là pour cet été. Il y a une petite rumeur là-dessus, non? C'est toi qui es dans les petits cartons de tout le monde. C'est le serpent de mer, GPT-5. Enfin, jusqu'à présent, la politique, c'était que GPT-5, ce serait une architecture différente. Aujourd'hui, il n'y a pas d'architecture différente. Donc, ce sera Donc, soit ils baissent les attentes sur GPT-5 et ils le font vraiment, soit ils vont nous faire Enfin, le naming des produits chez OpenAI, c'est un grand mystère. Ils vont nous faire un 4.8 O3, un truc un peu intermédiaire. Mais pour l'instant, ils gardaient GPT-5 pour la nouvelle architecture, officiellement. Ouais, parce que moi, j'avais entendu dire que ça arrivait cet été. Oui, c'est la rumeur. C'est la rumeur, en tout cas. Bon, on verra bien. Dans l'actu, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, poursuivons là-dessus avec l'IA Act. J'allais dire, gros serpent de mer aussi, l'IA Act. Vous savez, cette régulation voulue par tous les pays européens pour essayer d'encadrer, j'ai envie de dire, peut-être un mot moins fort que réguler, l'intelligence artificielle de tous les acteurs, en fait, que ce soit les acteurs américains, mais aussi les acteurs européens. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on se rend compte que l'IA Act doit rentrer en vigueur là, en aut, je crois. Une première partie. Une première partie. Oui. Et là, c'est pas gaille à bord, en fait, parce qu'il y a 46 patrons de boîtes tech européennes qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils disent que ils sont pas prêts, que ça va en fait un peu les étouffer finalement, étouffer leur innovation, bâillonner un petit peu leur créativité vis-à-vis des Américains qui, eux, alors peut-être pas en Europe, pourront faire ce qu'ils veulent, mais en tous les cas sur les autres continents pourront avancer et beaucoup plus vite. Votre point de vue là-dessus? Ils disent que c'est pas clair et que c'est des règles complexes. C'est les mêmes critiques d'ailleurs qu'on entend de la part des Américains. Mais moi, ce qui me sidère dans cette histoire-là, alors ils ont peut-être des raisons d'en vouloir à ce texte, c'est que le texte a été présenté par la communauté européenne comme un moyen précisément de protéger les intérêts européens dans le domaine de l'IA par rapport à la concurrence américaine. La question que je me pose, mais jamais ils discutent, c'est comment la communauté européenne a-t-elle pu rédiger un texte qui ne convient pas aux gens qu'elle est censée protéger. Voilà la question que je me pose. Je pense que l'IA Act, il n'est pas là pour... c'est pas une question de concurrence pour protéger... c'est ce qu'a dit von der Leyen. Ouais. Oui, ça, c'est pas vrai, en fait. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, c'est de la communication. Quand ils ont discuté l'IA Act, en fait, l'IA Act, ça fait des années que ça existe. C'était avant ChatGPT, donc c'était d'autres problématiques voilà, donc on a intégré l'IA générative. Il y a eu beaucoup de débats. On a eu Mistral, notamment en France, avec Cédric O, qui a beaucoup fait de lobbying pour... limiter la portée. La France, qui
était plutôt favorable au départ, est devenu un peu défavorable et a obtenu quelques concessions minimes sur les actes. Mais je pense que le vrai le débat, c'est pas d'aider l'Europe à être compétitive face aux États-Unis. C'est de dire, voilà, il y a des risques sur l'IA, il faut avoir une réglementation pour les limiter. Ce qui pose problème aujourd'hui à ces entreprises, et pour ça c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez flou. Ça doit rentrer le 2 août. Donc l'une des premières mesures doit rentrer en vigueur sur ce qu'on appelle l'IA à usage général, c'est le nom qui est donné. Il n'y a pas de cadre, en fait. Il y a un cadre qui devait être publié en juin ou en mai, qui n'a pas été encore publié, et on arrive en août. Donc c'est dans un mois. Après, et donc ils disent, on n'a pas aujourd'hui la possibilité de se mettre en conformité, c'est trop compliqué. Voilà. Donc ils demandent un report de 2 ans. De 2 ans. C'est ça, hein. Mais là où moi je mais pourquoi il n'y a pas de concertation, c'est ça la question. Il y a eu des concertations, il y a eu plein de... Ça a duré des années, ça a duré 2 ans pour que ça soit adopté. Ouais, pourquoi ils se réveillent maintenant, les chefs d'entreprise ? C'est une opération idéologique de lobbying. Enfin, c'est vrai que on va dire le décret d'application est en retard et que la clarté et donc l'exposition des entreprises légales, des entreprises est là, et de toute façon l'Union européenne devra faire preuve de clémence ou d'attente, mais on n'a pas besoin de 2 ans. Par contre, la légitimité des autres arguments, elle est totalement contestable. Quand on lit l'IA Act et ce que ça fait de la classification de type de modèle, ça dit il faut partager ces données d'entraînement. Enfin, on a des Européens qui disent qu'il est déraisonnable de demander à des LLM américains leurs données d'entraînement et un certain nombre d'informations. Enfin, on est dans un narratif, un lobby idéologique de manque de régulation, mais rationnellement, quand on lit l'IA Act et on lit les griefs, à part le manque de clarté et le timing qui est pas bon, tout le reste, c'est pas vraiment défendable. D'ailleurs, dans leur texte, il n'y a pas vraiment d'argument, en fait. Il y a un long laïus en disant oui, ça, blablabla, blablabla, mais il n'y a pas d'argument concret en quoi l'IA Act va faire que l'Europe va être plus à la traîne que les États-Unis sur l'IA Act. Après, enfin voilà, comme tu dis, c'est une posture politique aussi. On dit est-ce qu'on est pour ou contre la réglementation, et les arguments des uns et des autres peuvent se défendre. Mais sur le point précis là, ce qui va entrer en vigueur le 2 août, juste pour être concret, c'est que les modèles d'IA auront plusieurs choses à faire, mais notamment d'avoir une documentation technique, de publier une documentation technique, d'avoir une sorte de mode d'utilisation, d'emploi, voilà, exactement, merci. Ouais. Et puis, ce qui, je pense, que pose problème, c'est qu'il faut publier les données d'entraînement, enfin, publier une liste des données d'entraînement qui sont utilisées. Et ça pose problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les données d'entraînement qui sont utilisées, parfois, illégales. Elles sont piratées, elles sont volées, et ça pose problème à certaines entreprises de dire, demain, alors eux, ils vont dire, non, ça me pose problème, parce que si je publie mes données d'entraînement, mes concurrents peuvent faire la même chose que moi. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que potentiellement, ils peuvent être attaqués en justice pour avoir volé des données qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Et donc ça, l'argument, ils n'en parlent pas forcément. Et moi, je pense que tout ce qui est dit sur l'innovation, ça va... En fait, il faut que ça va pénaliser l'Europe. Mais quel sera l'intérêt de ces chefs d'entreprise de dénigrer un texte qui, après tout, est pas si mal, du coup ? C'est assez idéologique, mais enfin... Parce qu'ils veulent pas, parce que c'est de l'argent et c'est de la compliance. Donc il faut avoir des gens qui sont là pour... La question, c'est l'exposition légale. Est-ce que si j'utilise un fournisseur dont je sais que les données ont été obtenues de manière frauduleuse, est-ce que moi, j'ai une liability, une responsabilité là-dedans ? Ce qui est extrêmement tiré par les cheveux. Après, ce qui est intéressant, c'est que on a des chefs d'entreprise qui défendent des moteurs européens qui disent que ça va empêcher l'innovation. D'abord, à part Mistral, qui n'est pas du tout concerné pour l'instant, enfin qui n'est pas assez gros pour être concerné, personne n'est à risque, il n'y a que des Américains qui sont à risque. Et deuxièmement, il n'y a rien dans le texte qui empêche l'innovation. Littéralement, il n'y a rien qui empêche l'innovation. Simplement, il faut déclarer. En fait, ça vous classe en type de niveau de dangerosité, d'impact. Et sur le niveau de dangerosité, d'impact, il faut avoir de la transparence. Mais on peut avoir le même ChatGPT, le même Claude AI, le même Gemini, fully compliant avec l'acte européen, sauf qu'il va falloir dire où j'ai trouvé mes données d'entraînement et comment fonctionne mon moteur. Donc là, on est dans l'idéologie. Il y a un volet aussi sur la protection des données personnelles. La substance des arguments, elle est intangible. Ouais, alors, sur la donnée personnelle, je ne sais pas vraiment. Il me semblait que c'était... En fait, il y a sur les modèles généraux, non, il n'y en a pas. Après, il y a une deuxième catégorie qui sont les modèles à risque. Ouais. Là, ça va rentrer en 2026. D'accord, ouais. Et donc là, il y a beaucoup plus de contraintes. Et là, le modèle à risque, en fait, c'est défini sur la... Non, même pas, c'est défini sur la puissance, en fait. Donc 10 puissance 25 flops. Ouais. Donc en fait, c'est les gros modèles qui seront... ça sera du ChatGPT, ça sera du Mistral, des choses comme ça, qui auront pas mal des audits à faire, des choses sur les risques. Et sur les données personnelles, c'est là où ça
va entrer, mais pas sur le... Okay. Mais c'est un peu incompréhensible, en fait. Enfin, quand on le lit et qu'on connaît un peu le dossier, c'est léger. Alors, c'est peut-être légitime, mais en tout cas, si c'est légitime, c'est extrêmement mal expliqué. Ça ressemble plutôt à une salle... C'est ce que disent d'ailleurs, c'est ce que écrivent dans cette lettre ouverte les 50 grosses boîtes européennes, qui disent « Stop, ralentissons et attendons 2 ans ». Ils disent que c'est complexe, qu'il y a plein de choses qui se chevauchent et qui sont parfois incompréhensibles. Il y a quand même ASML qui a signé cette lettre ouverte, qui est quand même l'un de nos fleurons en matière de fabrication. Mistral aussi est dedans, je crois. Oui, bien sûr. Alors il y a Dassault Systèmes, il y a BNP Paribas, il y a les Allemands Lufthansa, il y a Mercedes-Benz. Enfin, on voit que c'est très très large. Donc, voilà. Il y a un ministre suédois ou premier ministre suédois qui a dit. Bien sûr. À la fin, quels sont les arguments et quelle partie du texte empêche l'innovation ? Si vous êtes capable de répondre, enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Alors, la clarté du texte, on est d'accord. Le retard du décret d'application de la clarté, on est d'accord. Mais le reste, on n'arrive pas à toucher ces arguments du doigt en disant « Ok, oui, je comprends pourquoi ça t'empêche d'innover. » Je pense que sur leur discours, en fait, il y a 2 choses. C'est assez paradoxal. Parce qu'ils disent ça empêche l'innovation. Donc, il faut, en gros, ça veut dire le texte est très mauvais, il faut l'arrêter. Mais ils demandent qu'un report de 2 ans. Ils ne disent pas qu'il faut l'annuler. Donc, soit, je pense que les deux, c'est pas possible. En fait. C'est pas compatible. Si on dit que ça empêche l'innovation, et pourquoi pas ? Après, moi, je ne sais pas. Ça se trouve, ça sera une catastrophe et que demain, on dira l'IA que ça a été une catastrophe. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas demander un report de 2 ans. Il faut demander justement que ça s'arrête. Bon, écoutez, on verra ce qui va se passer le 2 août, ça va être intéressant. Bon, c'est en vacances, mais on commentera tout ça à la rentrée sans aucun problème. Juste pour finir, parce qu'en fait, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on ne sait pas qui va le faire appliquer. En fait, c'est les régulateurs nationaux qui vont le faire. Donc là aussi, on ne sait pas le 2 août concrètement qui c'est qui va être en charge de faire appliquer. C'est un problème d'harmonisation parce que c'est aussi un des arguments qu'ils utilisent, c'est de dire que ça va être très fragmenté et que chaque pays pourra finalement avoir son interprétation. Ouais, donc, exactement. Parce que juste le 2 août, personne ne risquera grand-chose. Ce qui va se passer. Personne ne risquera grand-chose. Parce que juste un petit point de détail, mais sur le RGPD, aujourd'hui le RGPD c'est dans le pays où ton siège est, donc c'est souvent en Irlande qui s'arrête de faire appliquer le RGPD pour Meta ou pour Twitter ou pour les autres. Là, c'est chaque pays où en fait l'utilisation est faite. C'est-à-dire qu'un Mistral par exemple ou ChatGPT pourrait avoir des problèmes en France, en Allemagne, j'allais dire au Royaume-Uni, mais en Espagne, dans tous les pays en fait, chaque autorité nationale est compétente pour gérer ça, donc elle pourrait avoir des différentes interprétations. Et ce qui est jugé légal en France pourrait pas être jugé légal en Allemagne par exemple. D'où le problème, oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Oui. Allez, on change carrément de sujet pour s'intéresser à la SNCF et au TGV. Vous savez que depuis quelques années maintenant, on est censé pouvoir surfer sur Internet en Wi-Fi dans votre rame de TGV grâce non pas au satellite mais à la 4G. Et ça a été mis en place il y a peut-être une dizaine d'années. Les premiers Wi-Fi dans le train qui marchent, on va dire, de temps en temps. Parce que voilà, la 4G, en fait, il faut comprendre que quand vous avez un train qui va à 300 km/h, il faut qu'il y ait un réseau qui suive en fait les rails hyper maillé pour qu'à 300 km/h, on passe d'une borne à l'autre en quelques secondes et que vous, quand vous êtes tranquillement installé, vous puissiez regarder une vidéo, etc., etc. Ça marche pas toujours très très bien et la SNCF s'en est rendu compte et donc alors il semblerait, parce que rien n'est officiel, que la SNCF, avec son TGV, est en train de faire un appel d'offres pour proposer un service de meilleure qualité. Et quand on dit meilleure qualité aujourd'hui, eh bien c'est du satellite basse orbite et de l'internet haut débit via ou Starlink ou Eutelsat. Et quand on commence à regarder les avantages des uns et des autres, on se dit que si la SNCF est normalement constituée, ils vont prendre Starlink, on est d'accord. Et ça fait son petit bruit, ce truc-là, parce que, voilà, la SNCF, entreprise française, le fleuron de la technologie, enfin quand ça arrive à l'heure et quand ça marche, mais c'est la plupart du temps le cas, utiliser une technologie américaine qui plus est d'une entreprise de Trump incarnée par Elon Musk. Alors même si aujourd'hui c'est plus vraiment le pote de Trump, voilà tout ça complexifie un peu le système. Je maintiens que la SNCF n'a aucun état d'âme dans ses fournisseurs. On le voit. Quand ils ont eu besoin de refaire entièrement leur cloud, ils ont fait appel à AWS, à Amazon. Alors ils n'ont pas fait appel à un européen. Alors qu'ils auraient pu très bien s'adresser à OVH. Oui, Daniel, ils n'ont pas la même structure, etc. Sauf qu'ils partaient de zéro, ils pouvaient... Enfin bref, il y avait moyen peut-être de s'arranger. Donc ils n'ont pas de problème
comment est-ce qu'on appelle ça, de préférence nationale, de souveraineté, merci, putain, de souveraineté, alors que pour nous, la SNCF, ça reste quand même une entreprise nationale prestigieuse. Donc, ils ont très bien, ils n'ont aucune raison de ne pas choisir l'opérateur qu'ils veulent, d'autant plus que, bon, Starlink, ils ont quand même un petit peu l'avantage déjà en nombre de satellites, en efficacité, et puis bon, ils équipent déjà pas mal de compagnies aériennes, ils ont commencé à équiper des trains en Écosse, donc pourquoi pas, après tout. Ce qu'il y a, c'est pas d'alternative on en revient toujours au même viable. point, on aimerait bien que Telsat commence à monter en puissance. Pour info, c'est Air France. Qui est quand même notre fleuron de l'aviation française, qui a passé un accord avec Starlink. Et d'ailleurs, je crois que ça doit rentrer en vigueur là. Oui. On avait eu l'info l'année dernière, mais je pense que la plupart des avions Air France devraient être équipés de Starlink là dans les mois qui viennent. Déjà, ça marche très bien. Mais ça marche partout. Moi, j'ai pris le bateau là il y a une semaine entre le continent et la Corse. J'étais en Starlink, j'avais 300 mégas. C'est dingue. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Si vous voulez mettre du haut débit dans les trains, il n'y a pas d'autres fournisseurs aujourd'hui. Donc, bon, c'est ce que je dis, on aimerait bien que Telsat monte en puissance, mais Équipeur. Mais c'est pas pour tout de suite aussi. Juste pour revenir sur le Telsat, en fait, là où c'est encore plus dur, je sais pas, mais cruel. L'État français va réinvestir 700 millions d'euros 711 millions pour être précis dans Telsat d'ici à la fin de l'année. Il va devenir le premier actionnaire de Telsat avec 30%. L'État français ? L'État français, oui. Ah ouais. Ils ont annoncé ça la semaine dernière, il y a quelques semaines, parce qu'il y a besoin d'argent. Juste pour dire, Telsat, ils ont besoin de 4 milliards d'euros d'ici les 5 prochaines années pour lancer leur satellite. Donc il y a deux projets. Il y a les constellations OneWeb, qu'en fait ils avaient racheté, c'est une entreprise américaine à la base, britannique après. Donc il y a ce projet-là. Ça pourrait être un peu le volet grand public, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, exactement. OneWeb, Et il y a un autre projet qui s'appelle Iris 2, un projet européen. Qui lui serait plus réservé aux entreprises. Il y aurait une partie qui serait réservée, c'est ça. Et réservée notamment aux armées et au gouvernement. Donc ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils ont signé un contrat avec l'armée française il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, de 1 milliard d'euros. Juste pour dire, voilà, en fait, ils ont besoin d'argent. On a l'État qui est actionnaire et on a une entreprise publique qui ira probablement, je ne sais pas, mais pas chez eux en fait. Alors que ça pourrait être un contrat intéressant. Donc c'est assez. C'est une question de timing. Et puis c'est le pragmatisme surtout. Bien sûr. Après, il faut dire que la SNCF légalement n'a aucune obligation de choisir une entreprise française ou européenne ou une entreprise américaine. Donc ça, eux, ils sont dans leur bon droit. Et mais son actionnaire principal, c'est l'État. Non seulement ça, mais en plus, il y a certainement assez de temps. Le temps que Telsat soit disponible, ils vont renouveler. Enfin, ils ont assez de temps d'user toutes les rames avant que Telsat. Telsat, c'est déjà disponible en fait. C'est juste que c'est moins disponible en fait. Mais ça existe déjà. La constellation est déjà en place. À la bonne échelle, c'est quoi ? C'est parce que il me semblait que c'était 3 ans. Enfin, il faut 4 milliards pour mettre un certain nombre de satellites. Là, aujourd'hui, ils ont 300 satellites, je crois, Telsat. 600. 600, mais ils doivent les renouveler. En fait, ils doivent renouveler leur flotte parce que les satellites sont arrivés à la fin de leur vie. Starlink doit en avoir 6000, je pense, de mémoire. Je crois que c'est 7000. Ouais, voilà. Donc, c'est pas la même. C'est pas incompatible. Quand Telsat sera prêt à avoir le bon niveau de service, ils seront à renouveler leur flotte. Oui, et à ce moment-là, la SNCF fera appel à eux. Oui, après. Parce qu'il faut quand même, quand on met du déploiement du Starlink, il faut payer les antennes. Donc, est-ce qu'on va repayer d'autres antennes ou pas ? Alors, tu sais quoi ? J'ai interviewé justement un spécialiste des antennes qui expliquait qu'il avait mis au point une antenne universelle qui marchait aussi bien avec Starlink qu'avec d'autres satellites, et même avec des satellites géostationnaires, parce que pour certains avions, et c'est à retrouver dans le replay Tech & Co que j'avais fait au Salon du Bourget, il y a quelques semaines de cela, pour certains avions, en fait, ils choisissent leur fournisseur en vol. Par exemple, ils peuvent très bien décider de commencer par du basse orbite, mais pour certains usages, par exemple du streaming, où là la latence n'est pas très importante, ils passent en géostationnaire parce que ça coûtera moins cher. Il y a plein de trucs comme ça qui sont faits, et il y a un gars qui a inventé une antenne qui capte tout, en fait. Donc, peut-être que... J'espère que le patron des antennes à la SNCF a vu ça et qu'il est au courant de ce truc-là. Je suis tiraillé, moi, parce que j'utilise tellement le train qu'avoir du Starlink demain, ce serait bien. Mais bon, évidemment, ce serait mieux que ce soit souverain. Mais toi, sous ton tunnel, Starlink, ça n'a pas bien marché. Hein. Non, ça capte. Tunnel sous la Manche, j'ai de la 3G. Oui, tu as de la 3G, 4G, c'est clair. Il nous reste 4 minutes. Je vous propose de terminer par un petit sujet média sympa. C'est aussi ce qui est en train de se tramer du côté des diffuseurs
fournisseurs de contenu. On en a parlé la semaine dernière, accord qu'on n'a pas vu arriver entre Netflix et TF1. Voilà. Dingue quand même. À partir de l'été prochain, je vous le rappelle si vous n'avez pas suivi l'actu, sur Netflix, tout dépend sur n'importe quel type d'abonnement, hein, que ce soit un abonnement avec pub ou sans pub, vous vous retrouverez avec tout le TF1+, qui est la plateforme, on va dire, de SVOD de TF1. Plus les chaînes en linéaire. Plus les chaînes, et c'est ça la grosse nouveauté, il y aura les chaînes en direct, en linéaire, comme sur MyCanal. C'est que TF1 tombe dans cette direction parce que à une époque, comment dirais-je, le contrôle de l'antenne, c'était vraiment leur credo. Ils ont fait la misère à Molotov, je sais pas si tu te souviens. Absolument, mais ils en sont pris à Molotov, ils n'ont pas voulu aller sur les autres plateformes qui étaient en discussion à l'époque, et maintenant ils cèdent à Netflix, c'est très bizarre. Après, c'était une question d'argent entre Molotov et TF1. Peut-être que Netflix allonge la monnaie pour que TF1 arrive. Alors, ils ne disent pas s'il y a de l'argent. Juste parce que tu n'as pas donné l'actu, c'est que France 2 fait la même chose. Ça, c'était la semaine dernière. Donc, l'actu, c'est que France Télévisions va arriver chez Amazon de la même manière. Aujourd'hui, déjà, c'est déjà disponible. Ça y est, c'est arrivé. Ouais, c'était aujourd'hui. Et juste pour dire pourquoi ils vont chez TF1 et pourquoi TF1 va chez Netflix et pourquoi France 2 va chez Amazon. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, j'ai interviewé la patronne de TF1 Pub qui m'a dit exactement ce qu'a dit la patronne de la régie de France 2, mais mot pour mot. Franchement, c'était voilà. En fait, ce qu'ils cherchent, eux, c'est disent aujourd'hui la télé traditionnelle baisse. Les audiences sont de plus en plus en replay, mais surtout sur les plateformes américaines, Netflix, Disney, Amazon et les autres. Et donc, nous, on n'arrive plus à trouver ces gens qui sont là et on ne les capte plus, en fait. Et donc, il faut aller où ils sont. Et donc, on va aller les capter, ça va ajouter de notre audience et c'est nous qui vendons la pub. C'est-à-dire que sur Netflix, aujourd'hui, il faut préciser que même si vous avez l'abonnement sans pub, si vous regardez un contenu TF1, il y aura la pub, même en replay. Et la pub, c'est TF1 qui la vend. Et sur Amazon, c'est pareil. C'est France 2 qui va vendre, France Télé qui va vendre la pub qui sera sur Amazon Prime. Donc eux, ils vont juste chercher de l'audience supplémentaire en se disant, de toute façon, la télé, ça baisse, donc il faut qu'on trouve un moyen de compenser. Et aujourd'hui, pour compenser, c'est qu'aller chez Netflix et chez Amazon, qui deviennent de plus en plus des agrégateurs, en fait, comme le fait Canal. Du coup, ça remet en question le modèle de leur propre plateforme TF1+, France TV, Pas forcément, parce qu'en fait, eux, c'est ce qu'ils disent. Moi, je sais pas. Eux, ils disent que c'est deux publics différents, en fait. Que les gens qui... en fait, il y a un public qui est sur Netflix. Par exemple, les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus TF1 finalement. Ils connaissent Netflix, ils vont pas aller regarder un programme sur TF1 parce que TF1, ma fille, elle connaît pas ce que c'est TF1 par exemple. Donc eux, ils se disent... Elle connaît The Voice, elle connaît tous ces trucs-là, Masked Singer sans doute, mais elle sait pas que TF1, c'est une chaîne. C'est un deal en France uniquement, moi ça m'intéresse. Oui, c'est qu'en France. Oui, peut-être regarder avec un VPN, tu vas t'en sortir. Ok. C'est qu'en France, et juste il faut expliquer aussi pourquoi ça s'est fait en France, parce que Rodolphe Velmer, qui est le patron de TF1, est un ancien Netflix. Il était au bord de Netflix il y a quelques années. Donc je pense que ça a aidé. Et alors, je ne sais pas si c'est lié le fait que France Télé, annonce ça 2 semaines ou 3 semaines après l'annonce de TF1. Ça devait être sûrement dans les tuyaux, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. C'est une vraie rupture, en fait, parce qu'il faut rappeler que TF1 et France Télé et M6 avaient lancé Salto. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Et en fait, l'idée, c'était qu'on va contrer les plateformes de streaming en lançant notre propre plateforme. C'était le gouvernement aussi qui leur avait mis la pression. Hein. Il y avait aussi une volonté politique derrière tout ça. Mais bon, là, on se disait, on va rivaliser avec notre propre plateforme de streaming. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas rivaliser et donc on va aller coopérer avec eux plutôt que d'aller en compétition frontale. If you can't beat them, join them. C'est ça, exactement. Ça. Donc TF1, c'est fait, France Télé, c'est fait. Que va-t-il se passer pour M6 Est-ce que M6 va arriver chez Netflix ou chez Amazon Disney, le troisième. Notre groupe aussi, on est un groupe de contenu. RMC, BFM, il y a BFM TV, BFM Business, RMC, Story, etc. Voilà. Que va faire MyCanal? Parce que c'est aussi on va dire un affaiblissement de MyCanal qui prônait justement cette volonté de regrouper tous les acteurs dans une même interface. Mais Canal diffuse Netflix aussi sur MyCanal. Exactement. Oui. Et Paramount et... Il y a Apple TV. Ouais, Apple TV. Voilà, tout ça est très intéressant. La petite différence, c'est que Prime Video est gratuit à partir du moment où on est abonné Prime en fait. Alors que Netflix, il faut quand même aussi... Il y a de la pub. Et ils rajoutent de plus en plus de pubs sur Prime. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Après, il y en a eu un petit peu. Et maintenant, il y en a beaucoup. Voilà. Et pour 2 €, tu peux la squeezer ta pub. 2 € par mois. Il faut payer 2 € par mois. C'est 2 € ici, c'est 5 pounds. Voilà, là, tu vois. Viens en France, reviens en France. Merci à tous les trois, c'était top. Voilà un bon moment qu'on a passé ensemble. Merci Lucas Perrodin, fondateur de AI Partners, ancien directeur du Metal Reality Labs. Merci à Jérôme Marin. Merci. Cafetech.fr. Bonnes vacances. On se voit plus jusqu'à la rentrée. Ah non. Voilà. Et l'émission s'arrête la semaine prochaine. Oui, c'est vrai, l'émission s'arrête la semaine prochaine. Et cafetech.fr, enfin en tout cas la newsletter c'est terminé aussi. La semaine prochaine un peu, puis après c'est terminé. Après c'est terminé. Mais allez voir un petit peu cette newsletter, c'est très sympa. Didier, les vacances bientôt ou pas? Plutôt au mois d'août.
au mois d'août. Ok. Et puis en tout cas, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir à la rentrée, puisque évidemment, nous serons là dès le 25 août. La rentrée de BFM Business et Tech & Co, ce sera le 25 août avec quelques petites nouveautés. On en parlera la semaine prochaine. Vous restez avec nous. Il est 21h06. On revient dans un instant avec le Tech Flash de Léa Benaïm et puis mon invité. J'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Dominique Delport, un spécialiste des médias et de la tech. Il va nous parler de ses tout derniers projets. Ce sera dans quelques instants. Merci de nous suivre. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, dans un instant, nous irons du côté de la rédaction de Tech & Co découvrir une peinture qui a été conçue grâce à l'IA. Et qu'est-ce que fait cette peinture ? Vous le saurez dans un instant. Voilà, ça c'est un petit teasing. Mais auparavant, à 21h08, c'est le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce jeudi, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, OpenAI étend son partenariat avec Oracle dans le cadre du projet Stargate. 30 milliards de dollars par an pour louer de la puissance de calcul, 4,5 gigawatts au total, ce qui représente environ un quart de la capacité actuelle des data centers américains. À ce jour, c'est l'un des plus importants contrats cloud pour l'intelligence artificielle. Toujours aux États-Unis, les droits de douane sont de retour et c'est Apple qui va en faire les frais, cette fois-ci avec une taxe de 20% sur les importations avec le Vietnam où Apple fabrique de nombreux produits comme les AirPods, iPad, Apple Watch et Mac. Un coup dur pour l'entreprise américaine qui avait justement déplacé une grande partie de sa production en dehors de la Chine pour contourner ses droits de douane. Et en Europe, les 46 grands patrons tirent la sonnette d'alarme contre l'IA Act. Et oui, dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, ils réclament un report de l'entrée en vigueur de ce texte censé réguler l'intelligence artificielle. Selon eux, les règles ne sont pas claires et elles deviennent de plus en plus complexes, ce qui mettrait en péril les ambitions de l'Europe en matière d'IA. Côté français, Patrick Pouyanné, Arthur Mensch et Alexandre Bompard figurent parmi ces signataires. En France, la SNCF va lancer un appel d'offres pour proposer à bord de ces trains une connexion au débit par satellite. Un combat qui devrait en réalité opposer que deux entreprises, l'américain Starlink et le français Eutelsat. Mais sur le papier, Starlink semble être le favori, la solution d'Elon Musk, équipe déjà des trains en Europe et elle peut s'appuyer sur une constellation de 7500 satellites contre 600 pour Eutelsat. Et enfin, après l'accord historique entre TF1 et Netflix, c'est au tour de France Télévisions de s'associer avec un géant du streaming. Le service public a choisi Prime Video pour y diffuser ses contenus. Les abonnés Amazon peuvent depuis ce matin accéder sans coût supplémentaire à tous les programmes du groupe de télévision. Et pour finir, je vous propose de vous rendre sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un nouvel épisode de Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et cette semaine, émission spéciale car Melinda Davansoulas a reçu Hideo Kojima, c'est le mythique créateur japonais de jeux vidéo, à l'occasion justement de la sortie de son dernier jeu et on écoute un extrait ensemble. Hideo Kojima, bonjour, merci de nous accorder du temps. Nous sommes là pour parler de Death Stranding 2 on the Beach. Cela fait 6 ans depuis le premier jeu. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, probablement que ça devait sortir en 2024. Mais à cause de la pandémie, avec le début du travail à distance pour tout le monde faisait face à la pandémie. Donc même les personnes présentes et les acteurs, nous ne pouvions rien faire pendant environ 2 ans. Donc cela a pris 6 ans au total. Mais pendant cette pandémie, tout ce temps, nous avons créé la version PC et la version réalisateur. Mais finalement, nous avons terminé Death Stranding 2 et nous n'avons pas échoué face à cette pandémie. Donc c'était formidable. Voilà, et retrouvez l'interview exclusive et intégrale de ce génie du jeu vidéo sur la chaîne YouTube donc de Tech & Co. N'hésitez pas, il est 21h12. Direction maintenant le site Tech & Co avec Sylvain Trinel qui nous a rejoint.
Tech Co, la quotidienne, la chronique techenco.com. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Tout va bien? Ça va, il fait un peu froid. Hein. C'est peut-être grâce à la peinture dont on va parler dans quelques secondes. Ou peut-être la clim qui est mal réglée, on ne sait pas trop. Et oui, parce que tu vas nous parler en cette période de forte chaleur d'une peinture qui pourrait bien permettre d'éviter les coups de chaud. Et oui, on savait déjà qu'en peignant un sol ou un toit en blanc, ça permettait de faire drastiquement baisser la température sur le revêtement, mais alors que le dérèglement climatique occasionne de plus en plus de canicules, on l'a vu ces derniers jours en France, l'intelligence artificielle, elle, pourrait permettre d'améliorer cette formule. Dans un article publié au sein de la revue Nature, une équipe de chercheurs internationaux révèle avoir mis au point un algorithme permettant à l'intelligence artificielle de confectionner différents types de matériaux. Lorsqu'il est appliqué à la peinture, il permet de préserver un bâtiment de la chaleur ou du froid extérieur. Alors, bon, il y a eu des tests qui ont été faits. Qu'est-ce que ça donne? Ça marche? Eh ben, ça donne des résultats plutôt impressionnants lorsqu'on compare ce blanc TME3 généré par IA à une peinture grise, plus traditionnelle ou sur du blanc classique. Les températures au sol, elles peuvent ainsi baisser de plus de 20 degrés face au gris, puisque les chercheurs ont fait en sorte que le blanc TME3 soit spécifiquement optimisé pour mieux absorber la lumière et donc la chaleur. Et s'il y a, elle fait pas de miracle évidemment sur le dérèglement climatique, au contraire d'ailleurs, elle pourrait néanmoins permettre à des villes très bétonnées de mieux supporter les vagues de chaleur. On pense notamment aux villes américaines, mais aussi à Paris, plus près de nous. Et justement, il y a urgence parce que d'ici 2100, la France, elle pourrait connaître des pics à plus de 50 degrés, notamment à Paris, dans le secteur du bâtiment, mais aussi de l'industrie. L'IA est vue comme un moyen efficace de faire évoluer des matériaux. On en parlait hier avec Clara Chapaz dans Tech Co la quotidienne. Et si un tel algorithme confirme son efficacité, d'autres secteurs comme celui de l'automobile pourraient être intéressés pour optimiser l'utilisation de la climatisation. Et justement, indirectement, si les bâtiments ou les voitures, elles accumulent moins de chaleur, eh ben leurs habitants et usagers, forcément, ils vont peut-être un peu moins activer la clim. Eh bien voilà, encore un truc qui est complètement cassé par l'IA, eh bien c'est la peinture. On verra. Et je voulais juste conclure en disant que c'était ma dernière de la saison, donc je voulais juste vous souhaiter une bonne fin de saison sur Tech Co la quotidienne. Merci pour cette très belle saison de Tech Co, c'était super avec de super interviews. On se retrouve à la fin du mois d'août, c'est ça? Mais voilà, rentrée de Tech Co le 25 août. Exactement. Nickel. C'est pas encore les vacances. Pas encore. Voilà. Encore une semaine. Avec un super invité que je vous présente tout de suite qui nous a rejoint sur ce plateau. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et ce super invité, je le connais depuis super longtemps. Il s'agit de Dominique Delport. Bonsoir Dominique. Bonsoir François. Si tu me le permets, je vais te tutoyer parce que c'est vrai que ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'on se connaît. On s'est croisés sur des plateaux, lors d'interviews, de reportages. Je suis très heureux de te retrouver parce que ta parole est rare. C'est bizarre parce que tu es un homme de médias depuis toujours et finalement tu t'exprimes très rarement sur des médias. Donc merci d'avoir fait confiance à Tech Co. Fondateur donc d'Arduino Group, c'est on va dire ta nouvelle ta nouvelle activité, mais tu as été aussi PDG de Havas Media France, tu as été aussi journaliste, tu es un homme de médias, de tech. Il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer avec toi ce soir, mais on va essayer d'évoquer plein de choses, et notamment ton point de vue sur les médias et l'IA. Mais justement, tu es là avec nous pour nous parler d'Animage, qui est une boîte que, en fait, le grand public ne connaît pas, mais que les enfants connaissent. Absolument. De par les dessins animés qu'ils fabriquent. 22 milliards de vidéos vues l'an dernier. Leader européen sur YouTube pour les enfants. C'est quasiment 240 millions d'utilisateurs mensuels. Donc c'est le top 5 mondial. Mais sur YouTube Kids, ça cartonne. Avec, on le voit à l'écran, Pocoyo, qui était d'abord une star au Latam et qui maintenant est une star mondiale, Kidibli, d'autres franchises. Et ce qui est frappant, et l'actualité a été chargée avec TF1, Netflix et France Télé, Amazon, on comprend bien qu'il faut de l'ubiquité. Il faut être présent partout et les acteurs traditionnels sont en train d'essayer de déployer leurs ailes sur les réseaux numériques. Dans le cas d'Animage, c'est l'inverse. Eux, ils sont digital natives. Ils sont nés sur le digital et je dirais que leur ère de rayonnement et de puissance, c'est autant YouTube que Roblox, que Disney+, que bien sûr TikTok. Et donc, ils achètent des licences, des franchises que l'on voit ici, et ils ont mis l'IA, non pas dans la peinture, mais dans le processus de production et de distribution. Avec, je pense, un succès incroyable. On a vraiment un leader français-européen, une boîte qui avait déjà levé 100 millions
il y a plus de 2 ans, et on a eu la chance et le privilège avec Arduna Partners et notre banque d'investissement de les accompagner à lever 75 millions, ça a été annoncé il y a 15 jours, avec des partenaires éloquents, Arborview Equity Partners, qui est un fonds américain spécialisé sur l'entertainment, la BPI qu'on connaît bien, qui croit dans ce projet, mais aussi JP Morgan, Bootstrap et tous les actionnaires historiques qui remettent au pot et qui croient dans, je crois, ce qui sera un projet gagnant pour l'IA et les industries culturelles. Encore une pépite française, donc ça fait plaisir. Française. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress dans ces industries créatives. Est-ce qu'on va être remplacé par l'IA ? C'est vrai qu'ils ont réussi à tomber les coûts de production d'à peu près 85% avec une techno propriétaire et aussi de distribuer sur une plateforme qu'ils connaissent par cœur. Alors, mais où est l'IA dans ce process créatif ? Parce que tu le disais, elle n'est pas partout, elle est à des endroits bien précis. C'est quoi ? C'est les scripts, c'est les scénarios des dessins animés ? C'est aussi une méthode qu'ils ont développé, sketch to vidéo. L'un des gros problèmes avec les modèles génératifs que l'on connaît, qui sont grand public, hein, les VO3, les Sora, etc., c'est qu'il est très dur de garder la consistance d'une animation ou d'un caractère. Ça va changer, mais pour l'instant, c'est compliqué. Or, quand on est un môme et qu'on aime ce type de dessin animé, on sait tout du caractère. On sait comment il bouge, on sait comment il respire, comment il parle. Eh bien, cette consistance artistique, éditoriale, c'est ce qu'Animage fait parfaitement bien. Avec des humains ou avec de l'IA ? Avec de l'IA qui leur permet de passer d'un dessin à une représentation 3D et donc à tomber les coûts et les durées de production. Ils sont beaucoup plus rapides pour déployer. Du coup, ils produisent en plus grande quantité et sous tout format. Ça peut être de la musique, du podcast, ça peut être de la série courte, verticale, du long format, avec les Netflix et les Disney+ de la planète. Et donc, c'est vrai que cette activité de production à base d'IA se duplique d'une activité de distribution où ils maîtrisent, avec YouTube notamment, leur propre distribution. Et donc là, on voit qu'ils créent ce qu'on appelle une flywheel, hein, une roue parfaite où chaque business pousse l'autre. Et puis ensuite, le merchandising, donc les jouets, et on fabrique. Et donc, on crée comme ça, non pas un écosystème à la Disney, mais un écosystème où on a toujours le gamin au centre et bien sûr, le plus de temps passé avec ses figurines préférées. Alors 100 millions d'euros levés en 2022, 75 millions aujourd'hui. C'est quasiment la 3e plus grosse levée de l'année. Hein, donc c'est non négligeable. Et on peut vous dire qu'on a eu 10 offres des États-Unis, d'Europe, du Moyen-Orient. Donc il y a une appétence pour le modèle. On pense que Animage va être un consolidateur. Et donc les 2 fondateurs, Six Development et Grégory Drey, une équipe extrêmement diversifiée, Paris, Madrid, Londres, qui je pense sera très vite aux États-Unis, avec des ambitions de leadership mondial. Voilà, donc à suivre, et je pense que si vous avez des enfants en bas âge, ils connaissent Animage de par tous les personnages que cette marque incarne. Et d'autres vont suivre, puisque cette levée va servir aussi à financer nos acquisitions de franchises. Et je pense qu'on est... un petit Disney surpris. Finalement. Oui, avec Digital First. Hein, et donc la volonté, encore une fois... Il faut savoir qu'aujourd'hui, les mômes, mais jusqu'à 20 ans, sont tous d'abord sur YouTube. La puissance de cette plateforme comparée à la télévision, mais aussi aux streamers, est sans équivalence. Et donc, c'est vrai que prendre ce postulat-là, comprendre la plateforme, et l'un des 2 fondateurs a été longtemps patron Europe de YouTube Kids, donc connaît très bien l'algorithme de Google, et pouvoir, un peu comme au judo, utiliser la force soit de l'adversaire, soit en tout cas du partenaire, pour une croissance que j'espère mondiale pour Animage, donc bravo à eux. Alors, plein de questions évidemment liées aux médias, parce que j'imagine que tu as suivi notre fin du débrief où on évoquait ce qui se trame, enfin ce qui se passe en ce moment dans les médias, c'est quand même dingue. TF1 qui s'associe à Netflix, qui aurait pu imaginer ça ? Là, c'est Amazon avec France Télévisions. Il n'y a plus de barrière. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la télévision traditionnelle telle qu'on la connaît est en train de disparaître ? Non, je pense qu'elle est pragmatique et qu'avant tout, il faut toujours poser le postulat de l'audience. Hein, c'est money follow eyeballs. Donc en télévision commerciale, pas en télévision payante, l'argent, c'est l'audience. Et l'audience, évidemment, va engendrer de la publicité. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque TF1 ou France Télé vont sur Amazon, leur inventaire publicitaire continuera d'être vu et commercialisé par TF1 et par France Télévisions sur ces plateformes. Donc aujourd'hui, on le sait, la télévision, c'est grosso modo plus de 60 ans. Hein, la structure d'audience des chaînes, y compris les chaînes jeunesse, c'est plutôt 55 et plus. Et il y a bien sûr des moments où tout le monde est face
au téléviseur, notamment les grands matchs de foot, les grands débats... Ou les gros sujets d'actu, les grosses actualités. Mais quand même, structurellement, la durée d'écoute est effectivement orientée vers une population qui, chaque minute, il y a un caca de plus en France. Aller sur ces plateformes-là, c'est déjà aller chercher 10 années de moins en moyenne d'audience, parfois 20, et donc rajeunir. Et avec des produits qui sont des produits de qualité, on les expose à des personnes qui, effectivement, ont le réflexe de ces plateformes, ont les réflexes de l'IPTV et regardent avant tout la télé connectée avant d'être liés à une chaîne et à des modes de diffusion et de réception hertzienne. Tu parlais tout à l'heure d'un image qui est très présent sur YouTube. Est-ce qu'on peut imaginer, à ton avis, demain, d'avoir tous les médias sur YouTube ? Finalement, YouTube est une espèce d'écrin qui, aujourd'hui, est devenu un peu la mémoire du monde, où il y a tout le contenu. Je dirais que l'ergonomie de YouTube n'a pas beaucoup évolué depuis l'origine. On prend un acteur français, Dailymotion, a fait beaucoup plus pour transformer son interface et l'expérience utilisateur que YouTube, qui est resté assez identique. Ça leur réussit en tout cas. Ça leur réussit, il y a un effet de massification. Je pense qu'on le voit, c'est ce qu'a fait aussi Canal avec MyCanal et les chaînes qui sont toutes disponibles en linéaire et sur modèle d'agrégateur. On va vers... Avant, il y avait deux mondes. Il y avait le monde de la publicité, donc des chaînes payantes ou des offres payantes financées par la pub, et le monde de l'abonnement. C'était la Pay TV, c'était l'abonnement Netflix et autres. On voit qu'aujourd'hui, il y a un truc formidable qui est la publicité, c'est quasiment 800 milliards de dollars dans le monde. Et ben, cette publicité, elle permet aux gens d'avoir accès au contenu sans payer. Et on voit bien que 50% des nouveaux abonnés des Netflix et autres viennent sur des modèles en partie financés par la pub, donc moins chers. Les consommateurs ne peuvent pas additionner les abonnements. On le voit bien, c'est un des problèmes de la Ligue de foot, etc. Il y a un moment donné où on ne peut pas empiler les 10, 15, 12, 13 euros tous les mois. Donc forcément, la publicité redevient cette espèce de véhicule qui offre des contenus dès lors qu'on est prêt à des pauses publicitaires toutes les 15 minutes ou 12 minutes. On n'en est pas encore au niveau de saturation des États-Unis, mais c'est vrai que la publicité va rentrer sur l'ensemble des plateformes digitales. Je disais, Dominique, tu as une particularité, c'est que tu baignes à la fois dans les médias, dans l'actualité, dans la tech. Tu suis la tech, tu es un technophile, je le sais, depuis très très longtemps. Qu'est-ce qui te bluffe en ce moment ? Et moi, typiquement, j'ai été complètement bluffé par VO3, qui... Et m'a vraiment impressionné de par la qualité des vidéos générées par l'intelligence artificielle générative. Je pense que là où VO3 marque une rupture, c'est bien sûr la synchronisation immédiate entre la vidéo et le son. Et là, effectivement, on n'a pas besoin de repasser sur d'autres plateformes et d'éditer. Tout est fait en impromptu. Donc, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une révolution je pense qu'on est à l'aube totale de la création, démocratisation de la création vidéo. On a eu une démocratisation de la création musicale. Il faut se souvenir de Pro Tools. Avant, pour enregistrer un album, il fallait aller dans un studio professionnel. Ça coûtait de l'argent. Lorsque Pro Tools est arrivé, quelqu'un comme Billie Eilish, avec son frère, dans sa chambre à coucher, a pu faire un hit mondial et un album incroyable depuis le bureau de sa chambre à coucher. Donc cette démocratisation de la culture, permettre à chacun d'enregistrer un album aux qualités professionnelles, on est en train d'y arriver sur la création vidéo. Mais ça veut dire que demain, on aura un Ridley Scott qui fera peut-être, je ne sais pas moi, Alien 14 depuis simplement son Mac ou son PC dans sa cave. Absolument. Il se trouve que j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont des créateurs et des acteurs et des réalisateurs connus qui m'appellent et qui disent... C'est le moment, allons-y, toutes les barrières tombent. Alors c'est vrai qu'ensuite, il y a la pour cette industrie de la valeur. Hollywood, comment va évoluer Hollywood ? Ça va être compliqué. Tout le monde, c'est une opportunité formidable. Bien sûr qu'on va perdre des jobs et on va en créer d'autres. C'est ça, la disruption. Mais on n'a pas le choix. Il faut embrasser, c'est pas une vaguelette, c'est une lame de fond qui transforme toutes les organisations. Il faut que chacun se forme. Aujourd'hui, Google, Stanford, Harvard, Meta, tout le monde OpenAI à disposition des cours sur l'IA gratuits en ligne. C'est, je pense, le meilleur conseil à donner à chacun de continuer à se former, d'être curieux, de tester, de se confronter à ces plateformes. Et puis après, effectivement, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Moi, je pense que pour la France, c'est exceptionnel. On est un pays d'ingénieurs et de créatifs. Et moi, ce qui m'a toujours frappé avec notre pays, la Tour Eiffel, Versailles, c'est cette alliance du beau
et aussi de l'ingénierie, de la technologie. Et tu dis ça en plus parce que tu voyages tout le temps, donc tu peux comparer notre pays avec les autres. Il attire les regards du monde entier, les envies du monde entier, comment nos ingénieurs voyagent, comment on l'a vu avec Fujifilm chez OpenAI, on le voit, tous les gens qui ont piloté les labos de recherche en IA dans les grandes compagnies américaines sont souvent des Français. Donc ce talent que l'on a notamment sur les maths et aussi sur la créativité nous repositionne. On a eu le sommet de l'IA en février, on a eu Choose France qui a confirmé, il y aura d'autres initiatives. Je pense qu'il faut qu'on saisisse ce moment où la barrière à l'entrée, ce qui nous a toujours manqué, c'est le financement. Quand Google et YouTube et Dailymotion naissent au même moment quasiment, un lève 1 milliard, l'autre n'arrive pas à lever. Donc l'Europe, la France souffre d'un manque de financement des startups. Là, chacun peut à son tour, lancer son projet, lancer sa création de contenu avec des outils qui sont absolument incroyables. Et je pense que les questions de l'IA Act, etc., c'est est-ce que tout le monde va bénéficier lorsque VO3 est sorti? Il n'a pas été disponible en Europe tout de suite. Il faut payer en plus. Il est disponible en France depuis aujourd'hui, mais c'est payant. Il y a eu un laps de temps où, pour des questions de régulation, les Américains ont préféré réserver ça à leur continent. Donc c'est une course, il faut être extrêmement confiant, on a des forces, on attire les ingénieurs du monde entier, on a des créatifs, et je le disais, des réalisateurs, des acteurs sont très excités par ce qui est en train d'arriver, testent des choses, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lancer et prompter. Donc ça fait partie de, comme Jourdain qui faisait des alexandrins et de la prose sans le savoir, on doit prompter, on doit s'essayer, et je pense que, encore une fois, quand on parle de démocratisation à la culture, c'est vrai pour nous, c'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai en Afrique, on a, je pense, la capacité d'offrir des plateformes aux 350 millions de francophones et de faire rayonner nos valeurs communes. Donc c'est très excitant. Eh bien, merci pour cet élan de positivité. Exactement, il en faut. Mon cher Dominique. Dominique Delport, donc fondateur d'Arduina Group et ancien PDG d'Avas Media France, qui était notre invité ce soir pour conclure ce Tech & Co et cette semaine. Merci Dominique. On se retrouve bien sûr lundi. On sera là pour la dernière semaine de Tech & Co, en direct, radio-télé, le replay de podcast qui vous attend, et puis la nouveauté, on en parlait il y a un instant, YouTube. Eh bien Tech & Co depuis peu est disponible en replay sur YouTube tous les jours. Quelques heures après sa diffusion, vous pouvez retrouver l'intégralité de Tech & Co, la quotidienne, sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Merci de nous suivre, très belle soirée, et on sera là lundi. Salut à tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.